Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eloquence. Aujourd'hui, on reçoit Sixtine Moulet-Berthaud, cofondatrice du groupe média Le Crayon. On va parler de pas mal de sujets, notamment de politique. Elle en est passionnée, moi aussi. On la retrouve tout de suite, c'est parti. Sixtine, première thématique, j'aimerais qu'on évoque ensemble la différence, l'immense dichotomie même de la liberté d'expression entre les médias digitaux, les réseaux sociaux et la télé. L'Arcom a sanctionné C8 par exemple pour divers propos qui font référence à la liberté d'expression. Pourquoi cette dichotomie entre ces deux pôles? Parce que je pense que les réseaux sociaux ont permis l'émergence d'une liberté d'expression maximale, qu'on avait rarement vue en France, qu'il y a complètement aux États-Unis. Et je ne dis pas qu'il faudra arriver comme les États-Unis, où tu peux voir un peu tout et n'importe quoi sur les Ouais. réseaux sociaux. Mais je pense que les générations de nos parents, en tout cas, et même ceux qui dirigent l'Arcom ou autres, ou les codes de la télé, n'ont pas l'habitude de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir que n'importe qui puisse s'exprimer comme il le veut, de faire des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de vues sur n'importe quel sujet, n'importe quel type de manière de le dire, n'importe quel mot employé, que ça soit parfois discriminant ou autre. Et donc je pense que Cyril Hanouna a amené en fait le concept un peu de réseaux sociaux, mais sur la télévision, donc en fait un peu le côté média digital. Et je pense que forcément, comme c'est une chaîne qui est diffusée sur de la presse à la base traditionnelle qui est à la télévision, je pense que les gens n'ont pas trop adoré et que forcément, au bout d'un moment, ça ne matche pas et qu'il y a un énorme mismatch entre les deux, quoi. Mais ce mismatch, est-ce que ça prédit entre guillemets la mort des médias traditionnels télé? Ou alors c'est juste que les médias digitaux vont prendre le pas de loin sur eux? Je pense que les médias digitaux vont prendre le pas de loin sur eux. Ouais. La disparition de la télé en tant que telle, c'est-à-dire avec le format télé, ça disparaîtra avec malheureusement le jour où nos grands-parents disparaîtront. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a moins de 60 ans, je ne suis pas sûre qu'il regarde la télévision. Ouais. Mais en revanche, les médias traditionnels n'auront pas le choix, effectivement, de s'adapter au code des De réseaux se sociaux réinventer, et de ouais. se réinventer pour continuer à exister dans 30, 40 ans. Là, ils ont encore de la marge, et tout le monde adore aussi le côté un peu plus traditionnel, un peu plus, pas sérieux, mais sérieux au sens littéral du terme, tu vois, un peu le côté tout est carré, tout est propre, tout est machin. Les débats politiques de l'INA, C'est ça, très... ouais. exactement. Mais il y aura de plus en plus de liberté d'expression, ils n'auront pas le choix, mais jamais à un point où tu peux trouver sur les réseaux des gens qui sont beaucoup trop too much, beaucoup trop en roue libre. Ça, en fait, ça ne ressemblerait pas à ce qu'on aime dans la télévision. Est-ce que l'Arcom est légitime, justement, pour juger, alors que la liberté d'expression, par définition, c'est la liberté de parole? L'Arcom a quand même été créé pour ça. Et donc après, est-ce qu'il faut la revoir? Est-ce qu'il faut la faire évoluer? Peut-être. Mais je pense qu'à la fois, moi, j'étais pas forcément pour qu'on censure des chaînes. Je suis à fond pour la liberté d'expression. Ouais. Et plus tu censures des gens, plus c'est comme ça qu'il C'est sur y a cet un risque angle-là, voilà. Ouais, c'est ça. de fracture Exactement. générationnelle, idéologique. Donc ça, moi, je suis extrêmement contre pour ces sujets-là. En revanche, il faut quand même parfois mettre des limites. Sinon, ça devient un fourre-tout. N'importe qui peut s'exprimer, peut raconter parfois des choses fausses, peut inventer des concepts pour convaincre des gens. Ça peut même parfois de la manipulation. Et ça, c'est pas forcément parce que c'est pas très sain dans une démocratie de fonctionner comme ça. Il faut avoir des règles et des limites. Après, est-ce que la manière dont fonctionne l'Arcom aujourd'hui est la bonne manière pour les médias digitaux ou autres? Non. Mais après, de toute façon, C8 était une chaîne traditionnelle, juste avec une incarnation et une manière de faire à notre époque. Donc forcément, il y allait à bout d'un moment avoir un problème qui allait se créer. Ce qui fonctionne le mieux, en général, ce sont les débats. Et alors, les débats à la télé, comme on le disait, un peu traditionnalistes, et les débats sur les réseaux, est-ce que tu penses qu'il va y avoir cette migration, justement, du tout réseaux sociaux, où ils vont quand même garder une sorte de part de marché infime, où ils vont totalement disparaître? Parce que tu avais l'air plutôt Les débats sur la catégorique. télé, tu veux dire? Ouais, ouais. Tu sais, les fameux des grands débats politiques, etc., qui sont un peu des institutions présidentielles, etc. Moi, je les vois mal Non, ils existeront migrer, toujours. tu vois, sur les Non, réseaux. ils existeront toujours, mais peut-être qu'ils mettront un journaliste Ah qui oui, le je retranscrira vois. en même temps sur sa Ok. chaîne YouTube, par Ouais, exemple. ouais. Ok, je Tu vois. vois. Oui. Euh, Moi, je vois très bien un jour co-animer dans quelques années le débat du second tour de la présidentielle, à la fois retranscrit sur le Crayon, parce Oui. qu'on est le plus gros média de débat digital, donc comme toi tu touches les jeunes et tu touches le digital, et à la fois en même temps la télévision avec une journaliste, Faire et un tu fais ça pont. avec France Ouais. 2, et TF1, un pont en fait entre les médias. Ça j'y crois beaucoup plus que la disparition de l'un ou de l'autre. Tu leur as déjà proposé? Non, jamais, parce que c'est trop tôt, que c'est pas le moment, mais ça c'est un de mes plus grands rêves, et j'y crois que j'espère
Mais j'y crois qu'un jour ça arrivera. Et si c'est pas avec nous, ça va être avec d'autres acteurs, mais on sera les mieux placés pour le faire, oui. Ok. Un tout autre sujet, Sixtine, dont je voulais parler avec toi. En France, en ce moment, il y a une petite musique latente qui fait que quand on évoque des sujets un peu régaliens, que ce soit l'immigration, la sécurité, etc., on est souvent taxé un peu vite de droite ou d'extrême droite. Pourquoi on a du mal à parler des sujets qui sont concernants pour tous les Français comme ça? Parce qu'à la fois, c'est le jeu de la politique, c'est-à-dire que chacun défend son terrain. Quand c'est un sujet qui est l'un des sujets majeurs, là par exemple, tu vois, avec l'immigration, c'est l'un des sujets majeurs de l'extrême droite et de l'extrême gauche. C'est le premier point qu'ils revendiquent. Forcément, s'il y a un camp qui s'en empare pour le traiter, même de manière beaucoup plus modérée, ce serait même d'ailleurs débile pour eux de ne pas réagir parce que c'est un peu leur bout de fromage, enfin leur bout de pain, je sais pas quelle expression tu utilises là-dessus, parce que ça leur donne des crédits pour ouvrir leur bouche. En revanche, je trouve ça, moi, effectivement débile que dès que tu ouvres et que tu donnes ton avis ou que tu émets une idée sur un sujet aussi sensible que celui-ci, même en restant factuel et objectif, c'est ça le problème. Tu sois catalogué dans un bord ou comme d'un autre. Et c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on a créé le Crayon, c'est que en fait, l'idée, c'est de parler de sujets de fond comme celui-ci, avec des gens qui ont des idées, évidemment, où ils ne sont pas d'accord, mais d'une manière où les gens s'écoutent, se respectent et proposent des idées sans qu'ils aient à se crier dessus comme dans les médias. Parce qu'évidemment, les politiques en rajoutent aussi pour se faire remarquer. C'est-à-dire que je suis sûre que quelqu'un qui peut être extrêmement à droite ne déteste pas les musulmans et ne veut pas voir tous les musulmans partir, comme quelqu'un qui est extrêmement à gauche ne veut pas non plus recevoir n'importe quel immigré qui débarquerait en France du monde entier. Ils ne sont pas dans l'essentialisation comme on aimerait nous le faire croire. Exactement, et évidemment, eux jouent le jeu, etc. Enfin, ils ont raison, c'est leur guerre, c'est la politique, c'est aussi beaucoup de théâtre. Donc voilà, après, non, moi c'est pour ça que je pense que la majorité de ces sujets-là devraient être traités et même prendre des décisions où tu réunis plein de bords politiques différents sur un seul et même sujet, même dans un bureau, tu vois, même lors d'une réunion, pas médiatisée, donc où il n'y a aucun intérêt d'être beaucoup trop alors là, les langues seraient bien différentes, je pense, sans les caméras. J'en suis convaincue, il y aurait en fait beaucoup plus de décisions et beaucoup plus de solutions surtout, tu vois. Et je parle pas forcément d'une coalition comme en Allemagne ou autre, mais parfois il y a des vrais problèmes de société, tous les bords politiques en ont conscience, pas forcément l'immigration, il y a plein d'autres sujets. Et en fait, on n'avance pas, on reste toujours à la même critique. Les extrêmes ne font que de partir dans leurs bulles idéologiques et de s'éloigner de plus en plus parce qu'en fait, il n'y a aucun moment où ils peuvent être d'accord, ils n'ont pas envie de discuter ensemble, ils n'ont pas envie de trouver des solutions ensemble. Et en fait, à la fin, c'est pour moi dangereux que dans une démocratie, on ne puisse pas réunir les gens autour de la discussion pour essayer de trouver des solutions. Si tout le monde reste encarté comme ça, comme tu dis, sur ses positions, sur ses postulats, et fait son petit game de son côté, on n'avancera jamais. Et je pense que ça en dit long sur le désamour des Français et le désintérêt pour la politique en général. Qu'est-ce qu'il faudrait, parce que je sais que tu es passionné par la politique et moi aussi, qu'est-ce qu'il faudrait justement, est-ce qu'il faudrait un nouveau mouvement, une nouvelle personne? Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire de la politique? Qu'est-ce qu'on pourrait instiller de nouveau, justement, pour remettre ces sujets à l'ordre du jour sans les dénaturer? Le problème aujourd'hui des politiques, moi j'adore la politique, mais je crois de moins en moins en la fonction politique. Pour moi aujourd'hui, ça devrait être quelqu'un qui a une fibre entrepreneuriale qui devrait diriger le pays. Et qui a un porte-parole qui est un vrai politicien. Parce que le politique est très bon généralement, les bons politiciens, en prise de parole, pour convaincre les gens, pour réunir les gens autour d'eux. C'est des très bons orateurs, des très bons débatteurs. Mais c'est rare que ce soit également des gens qui ont du fond aussi, qui soient réellement capables d'être des bons leaders et d'apporter des vraies solutions sur des sujets de fond. Alors qu'un entrepreneur, je ne dis pas que ce sera forcément un meilleur candidat, mais dans sa manière de faire, il a l'habitude de devoir constamment gérer des problèmes et apporter des solutions. Et il a cette fibre de réussir à ramener des gens autour de lui qui ont chacun des compétences différentes pour innover sur un concept, pour y trouver la solution. Et je prends un exemple qui, évidemment, n'a rien à voir en termes de culture, d'histoire et même de temps d'existence, donc c'est pas un bon exemple, mais Dubaï, la manière dont c'est géré, on a l'impression que c'est un CEO qui est à la tête de Dubaï. Tu vois ce que je veux dire. Très start-up. Pourquoi en France? Et du coup, Dubaï, évidemment, ça passe très bien, tout marche très bien, évidemment, c'est incomparable à tous les points de vue, mais pourquoi la France ne pourrait pas être gérée comme une entreprise? Au lieu d'être gérée comme
Tu sais, j'ai même pas de terme, Non, mais un oui, fourre-tout de problèmes et de solutions qu'il faudrait avoir en même temps avec l'ego français de oh, le patrimoine et la culture française. Et bien sûr, on aime notre culture, on aime notre patrimoine, mais parfois les gens. Enfin bref, c'est compliqué, à quoi. mon sens, et ça n'engage que moi, je pense qu'on vit encore, et c'est totalement chimérique, dans l'époque des Lumières, et on pense encore qu'on est à l'époque de la France immense, sublime, etc. Alors qu'on n'est plus du tout là-dedans. Il faut trouver des solutions, comme tu disais, concrètes. Non pas qu'il faille forcément un CEO à la tête du pays, mais il faut quelqu'un qui soit très pragmatique et qui puisse prendre des Mm. décisions rapides comme dans une boîte, je suis d'accord. Mais ça, comme tu dis, le modèle français qu'on a actuel ne le permet absolument pas. Non, puis là, on est arrivé à un tellement gros stade de dette et autres que C'est n'importe abyssal. qui sera élu ne pourra jamais changer ça, en fait. Et aussi, le problème, c'est que aussi, tu leurres beaucoup les Français dans une idéalisation et dans des promesses qui ne seront jamais tenues. Donc forcément, les gens ne peuvent être qu'à chaque fois que déçus et déçus et déçus. Et en fait, ça empire à chaque fois d'année en année. Quand tu compares à De Gaulle à l'époque, qui était le début de la Ve République, à aujourd'hui où on en est, il y a une fracture entre la politique et la population qui est monstrueuse. Et que forcément, comment tu veux croire aujourd'hui en un politicien Mais avec tout ce qui s'est passé, quoi. je rebondis là-dessus, c'est très juste. Tout le monde, dans les interviews, se revendique du gaullisme. Ouais, tout le monde adore De Gaulle. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde se revendique du gaullisme, mais c'est un temps qui est Et totalement même la gauche révolu. socialiste aussi. Ouais. Tu te vois faire de la politique, toi, un jour? Non, j'ai beaucoup rêvé d'en faire quand j'étais plus jeune. Maintenant que je fais de la politique sans Sans faire, voir, ouais. c'est-à-dire je côtoie les politiciens, je vois ce qui se passe un peu plus en interne et je vois là le bordel depuis quelques mois Ouais, tu qui m'étonnes. se passe en France, j'ai tout sauf envie d'en faire. En fait, moi, ce que j'aime avec l'entrepreneuriat, c'est que tu as de la liberté, de pouvoir choisir avec qui tu travailles, de quelle manière C'est vrai. tu fais évoluer ta boîte. En politique, en fait, tu n'as juste pas de liberté, tu passes ton temps à t'excuser d'exister et juste de parler et pour en fait récupérer un projet qui est la France, qui est un projet merveilleux, mais aujourd'hui dans un état qui est très difficile de le relever. Donc non, j'ai plus envie d'en faire aujourd'hui. Dernière question sur ce sujet, après on évoque autre chose. 2027, tu penses que c'est le jour, le moment de Marine Le Pen? Je pense pas. Trop tôt? Je pense que ce sera difficile pour les gens d'élire quelqu'un qui a un nom de famille qui s'appelle Le Pen. Ça, c'est le boulet immuable. Si ça avait été Jordan Bardella, je t'aurais dit, ouais, il y a un vrai Ça le scénar. sera peut-être. Ça le sera peut-être, je pense pas, parce que je pense qu'elle fera appel. Je pense qu'elle va, je suis quasiment sûre qu'elle va être condamnée coupable, parce que je pense qu'elle a vraiment fait ce qui lui a été reproché. Après, bon, normalement, il y a la présomption d'innocence, Ouais. mais bon, voilà, entre nous, voilà. Oui. Je pense qu'elle va faire appel et que le temps qu'elle fasse appel, ça prend quelques années et en fait, il y aura les élections qui Et seront elle peut passées être de d'ici là. surcroît non éligible à une nouvelle mandature, Oui, de par la condamnation. oui, mais en fait, n'importe quelle personne qui va être élue en 2027, là, Macron, ce qu'il a fait d'être réussi, d'être réélu, c'était un coup de poker et de stratégie de dingue. Ça m'étonnerait qu'un autre président arrive à re-être élu parce qu'à chaque fois qu'il y a un président, d'un coup, comme par hasard, tout le monde te déteste et c'est difficile de se refaire élire. Non, je pense pas qu'ils vont être élus. Après, jamais dire jamais, avec tout ce qui s'est passé, franchement, en France, t'es à l'abri de rien. Mais je pense pas, sauf s'ils avaient... En fait, le RN pourrait réussir à être élu s'ils arrivent à avoir un programme économique libéral et de droite. Ils sont très ennemis avec la gauche et l'extrême gauche, mais ils n'ont jamais été aussi proches en termes d'idées économiques. Ouais, c'est vrai. Et c'est juste parce qu'il y a l'immigration, évidemment, qui est le secteur, et la sécurité, qui sont les deux secteurs qui les séparent le plus. Mais si un jour ils avaient vraiment un bon programme économique crédible, intéressant, un peu à la sarkozyste, tu vois, de Ouais. l'époque, Je vois. ils arriveraient à rallier toute la droite, même la droite macroniste, et même les macronistes aussi, en fait. Et c'est chose qu'aujourd'hui, je pense qu'ils n'y arriveront pas, parce que tu peux pas réussir à faire ça tout en visant une cible de la population, qui est la population populaire. Donc ça va être difficile, mais moi, j'y crois pas trop. Après, on n'est jamais à l'abri. Je pense qu'un jour, ils arriveront au pouvoir. Ouais, je pense C'est aussi. sûr, parce Je qu'en pense. fait, moi, je pars du principe généralement qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis. Ouais. Que, Ça se vérifie que dans du beaucoup de coup, domaines, ça, Trump, ouais. tu vois, que Trump est arrivé président. Et bah, qu'en fait, un jour, on va devoir, nous, passer par là, les Français, pour prouver aux gens qu'en fait, c'était pas la bonne solution. On les entend parler à la tribune. On a dit que c'était des bons orateurs. Dans 95% des discours, ils n'écrivent même pas eux-mêmes ce qu'ils disent. Ils le récitent. Comment peut-on croire à ce qui est dit et est-ce que ce n'est pas la raison principale du désamour des Français, le manque d'incarnation et de sincérité? Non, l'incarnation, ils l'ont. Ouais. La sincérité, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu es totalement sincère
sur tous les sujets de leur programme, personne ne va voter pour eux. Enfin, sur les vraies choses qu'ils vont réussir à mettre en place de manière concrète, tu votes pas pour la personne. En fait, ça reste un mélange de marketing et de commercial. C'est-à-dire qu'il Et de faudrait que tu bullshit un peu, réussisses à non? closer les gens Ouais, c'est ça. pour les faire signer pour qu'ils puissent voter pour toi, en gros. Et le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas d'autre choix que de mentir parce qu'en fait, ils sont dans le sens, une fois qu'ils sont élus, on peut pas arrêter l'abonnement et tu vois. C'est Donc en ça. fait, ils n'ont pas d'autre choix. C'est tellement... Attends, j'ai un truc de fou sur ça. La réélection, est-ce que c'est pas l'obsession depuis qu'on a quitté le septennat? Si. Et ça en dit long, je trouve, sur le fait de se faire élire. Et à la seconde où on rentre à l'Élysée, on pense à quoi? À se faire réélire. Ouais, parce que c'est de l'addiction au pouvoir. Ça rend addict. Ça rend fou, d'ailleurs. Mais puis aussi demander à leurs équipes de l'écrire, déjà parce que je pense que ce ne sont pas forcément les meilleurs pour les écrire, qu'il y a aussi une équipe qui est faite pour ça. C'est des bons orateurs, c'est pas forcément Ouais. des bons écrivains. Non, mais le plus gros problème des politiques, c'est que la majorité du temps, et ça c'est un truc que font bien les deux extrêmes en communication, c'est que la majorité des politiques, quand ils s'expriment à la population française, ils utilisent des mots hyper techniques. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que dans la majorité des cas, les experts sont jamais ceux qui sont les plus écoutés. Comment tu veux que... En fait, ils n'arrivent pas à s'exprimer d'une manière où Trump, par exemple, était un très bon exemple de ça. Trump, quand il s'exprimait, le mec était au fin fond du Texas qui avait 15 ans, pouvait comprendre ce que Trump était en train de dire. Donc oui, les gens l'ont pris pour un gros teubé pendant longtemps, mais le mec s'exprimait avec des mots simples, avec des mots faciles, tout le monde le comprenait, donc les gens avaient envie de voter pour lui. Que ce soit un Jordan Bardella, un Jean-Luc Mélenchon, un Bompard, ce que tu veux, ils sont extrêmement bons en com parce que tout le monde comprend ce qu'ils disent, qu'importe l'âge, qu'importe le milieu social Je vois et ce que tu veux qu'importe dire. les connaissances que tu peux avoir. Donc forcément, ça donne beaucoup plus envie aux gens peut-être de voter pour eux parce que les gens comprennent facilement des aspects qui peuvent leur être propres à titre personnel. Tu prends un Bernard Cazeneuve ou même un Copé, tu vois. Ouais. Au Barouin. Les deux, ouais, mais les deux sont extrêmement pertinents en termes de fond. C'est des gens qui s'y connaissent très bien sur leur sujet, mais qui t'expliquent leur truc avec des mots tellement compliqués. Très technocratique, Mais en fait. comment, déjà moi parfois j'étais en mode, oula, alors, qu'est-ce que là il est en train d'expliquer? Ouais. Donc comment tu veux que quelqu'un qui habite en province, qui n'a pas forcément eu la chance de faire des études, comprenne des mots aussi techniques? Enfin, je veux dire, forcément qu'au bout d'un moment, personne ne comprend, personne ne retient ce qu'ils disent. Alors que quand tu écoutes en profondeur, bah, souvent ils ont vachement vrai sur des raisons, sur des sujets, tu vois? Ça m'avait marqué, c'était quand là, il y a eu la dissolution et les résultats du second tour. J'avais regardé la télé à ce moment-là. Il y avait Copé qui était sur le plateau de France 2 ou TF1, je sais Ouais. plus. Et il était avec, comment il s'appelle le mari de Léa Salamé Glucksmann. Avec Glucksmann, merci. Ah, il était avec Glucksmann. Avec plaisir. Et ils se rentraient en fight sur des sujets économiques. À ce moment-là, Copé avait extrêmement raison sur ce qu'il disait. C'était vraiment genre, mais j'étais en mode, je comprenais pas tout. Enfin, parfois je faisais des recherches sur mon téléphone, Ouais. donc utilisez-moi assez complexe, mais c'était en mode, moi ça me paraissait évident que c'était intéressant. Tu vois, on parlait de la dette, je sais plus de quoi il parlait, mais c'était hyper intéressant. Glucksmann, donc lui rentrer dedans en disant non, mais si t'es pas un minimum, Je vois faut tout à être fait. bien capé, Au faut fait bien du comprendre. sujet, ouais. Et là, du coup, tu t'écoutes plus Glucksmann et tu te dis l'autre, il parle, je sais pas quelle langue, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, alors qu'en fait, sur le fond, il avait raison. Et ça, c'est le cas de beaucoup de politiques, de plus de notre génération, mais de la génération de nos parents, C'est vrai. qui s'expriment d'une manière où, en fait, ils pensent que plus ils vont être experts et plus ils vont s'exprimer avec un langage stylé, plus les gens vont les apprécier. Mais ils Alors comprennent que pas non. que c'est l'inverse, en fait. Et ça, c'est un truc que je comprends pas qu'on leur ait jamais expliqué. Mais c'est ce Pourtant, qui on fait en que les parle, extrêmes. de Bah la ouais, mais. déconnexion un peu élitiste, très parisienne, etc., des politiques. Oui, mais je pense qu'ils comprennent pas ce que ça veut dire. Non. Et du coup, et ça leur fait que passe, je pense, bien Et ça fait que très les au-dessus. extrêmes sont très bons en com, du coup, sur ça. Le Crayon, le groupe média Le Crayon. Ça a commencé doucement et aujourd'hui, vous êtes le média numéro 1 sur les jeunes, sur le débat, etc. Est-ce que le fait d'être une équipe comme ça soudée, c'est une des conditions les plus importantes qui vous a mené vers ce succès? Complètement. Ouais, vraiment à ce point-là? Complètement. Enfin, nous, on croit énormément à la force du collectif depuis toujours. Et honnêtement, si on n'avait pas été ce mélange-là de 4 associés autant différents, mais autant bienveillants et qui croient plus au projet qu'en leur ego, ça n'aurait, je pense, jamais marché. C'est bien d'avoir une bonne idée, c'est bien d'être intelligent, c'est bien d'avoir des compétences, mais si tu sais pas bosser en harmonie, au bout d'un moment, tu peux pas faire éclore un truc qui est génial.
La force du collectif, de après bosser avec une équipe que tu montes, des gens vraiment bons, qui sont méga compétents et qui croient aussi en projet et à cette force du collectif, c'est sûr que ça aide pour faire développer le projet. C'est pour ça que moi je crois beaucoup plus à l'entrepreneuriat avec des cofondateurs qu'avec un seul fondeur. Parce que je pars du principe que oui, on dit toujours tu vas plus vite seul. Seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus Ouais, loin. c'est ça. Mais en fait, moi je pense que même ensemble tu peux aller plus vite et plus loin. Parce qu'il suffit juste de ne pas mettre ton ego en jeu. Si tu ne mets pas ton ego en jeu, tu avances en fait extrêmement vite, mais du coup tu avances vite x 4. Donc en fait, tu es 4 TGV à fond, c'est plus rapide qu'un seul TGV. Et le fait d'avoir 4 TGV à fond, est-ce que des fois c'est pas dur, disons, de les faire arriver à la même destination avec 4 cerveaux différents? Alors évidemment, il y a plein d'aspects positifs, mais est-ce que parfois quand tu brainstormes avec ton équipe, tu vois, ça, non pas que ça part en clash, mais tout le monde a son idée quand même arrêtée, tout le monde a ses passions, c'est les goûts et les couleurs. Qui prend tu vois ce que je veux dire? Qui prend le lead? C'est pas toujours évident, mais quand tu es beaucoup plus convaincu au projet, à la mission de ton projet, en fait, t'arrives Ça jamais prend à le pas sur... ouais. T'arrives Ok. jamais. Tu peux avoir des discussions et ça peut parfois être un peu plus long que d'habitude, mais t'as jamais un désaccord. T'as jamais une personne qui est vraiment en désaccord frontal. Ça ne nous est jamais arrivé, nous, par Ouais, exemple, je vois. pendant plus de 4 ans, tu vois. Ça arrive parfois au début qu'on n'était pas d'accord et quand t'en discutes, en fait, tu changes d'avis. Mais ça n'est jamais arrivé parce que sincèrement, si t'arrives vraiment à mettre ton ego de côté, ce qui est parfois très difficile, Bien sûr. en fait, tu vois que t'as plus beaucoup de problèmes à résoudre. C'est assez facile. Et t'as des décisions qui se prennent beaucoup plus facilement parce que souvent, c'était l'ego mal placé qui faisait Ouais, que je les vois. gens étaient pas forcément d'accord sur des choses à faire. Et le fait d'être très jeune, comme ça, est-ce que, à ton sens, c'est plutôt une qualité ou ça t'a mis un peu des bâtons dans les roues au début? Ah non, moi, ça a été ma plus grosse force Ouais. parce que je pense que c'est tellement peu commun de développer un projet comme ça à l'âge qu'on a, que tu marques plus facilement les esprits si tu te fais un travail qui marche bien et qui a de l'ambition. Et je pense que les gens aiment bien voir des jeunes développer un projet. Je trouve que ça ressemble bien, ça justement, à l'écosystème entrepreneurial français. Et non, nous, ça nous a beaucoup plus été favorable que défavorable, ça. Et pour faire un point là-dessus, évidemment, il y a eu des échecs. Tout n'est pas rose, tout n'est pas tout beau tout de suite. Et je trouve qu'en France, on a une vision de l'échec qui est diamétralement opposée à celle des États-Unis. Tu prends les US, je sais pas, tu vas fail sur un truc, on va dire c'est pas grave, tu te relèves, tu recommences, etc. Et en France, il y a une petite musique insidieuse qui dit que quand tu échoues, bah, c'est grave, il fallait mieux faire ci, mieux faire ça. Pourquoi cette dichotomie, quand même assez importante sur l'échec? Je pense que c'est la manière de faire très française. Ouais. C'est vrai que moi, je suis beaucoup plus dans un mindset américain depuis toujours, hein, mais ça, c'est grâce à plutôt à l'éducation. Mais je comprends pas parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleure école d'apprentissage que l'échec et Complètement. l'erreur. Tout Je à fait pense que d'accord. c'est parce que les Français, on a beaucoup d'ego. On est très matrixé par le regard des autres. Ouais. Et du coup, bah, l'échec fait que ça devient difficile si tu subis le regard des autres. Si tu acceptes que tu n'en as rien à faire, tu n'en as rien à faire d'échouer. Parce que tu sais que tu vas apprendre plus, que tu vas plus facilement te relever et que ça va te faire mûrir à tous les niveaux. Mais après, je pense que c'est une question de culture en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que l'écosystème français a beaucoup cette culture de plus en plus américaine, j'ai l'impression. Les gens se soutiennent quand ils échouent, les gens se soutiennent quand c'est difficile, les gens s'entraident beaucoup. Moi, je vois cet essor de l'entrepreneuriat depuis que je suis vraiment à fond dans l'écosystème et j'ai l'impression que c'est de plus en plus collectif, les gens sont de plus en plus bienveillants. Tu auras toujours des gens qui ne seront pas le cas, mais moi je crois beaucoup plus en la culture américaine sur Bien ça sûr. que française. Hein. Ça, on est bien d'accord. Un échec, pardon, c'est pas une fatalité. Non, C'est plus limite une opportunité. En fait, il faut la c'est une voir opportunité. comme une Ah, mais c'est une opportunité. opportunité. C'est comme ça que je fonctionne, moi, en Ah, tout cas. bah, moi aussi. Et moi, d'ailleurs, je me remets tout. Dès que j'ai un truc difficile qui arrive, professionnel ou On personnel, en je me tire dis le que, positif. oui, qu'à la fois, Complètement. ça devait arriver, et du Complètement. coup, quelles opportunités ça me C'est donne ça. Et en d'en fonction de être là. ça, la Ouais, prochaine fois, qu'est-ce que je mets en place? exactement. Et ce mindset-là, tu me disais, tu l'as développé ou tu l'avais vraiment intrinsèquement en toi? Parce que tu parlais d'éducation, etc. Il t'a été inculqué? Il m'a été inculqué et il est vraiment bien rentré dans ma tête pendant que j'ai entrepris. Et depuis toujours, ma mère me le répète, me le Ouais. répète, elle me le répète. C'était pas forcément évident au début. Aujourd'hui, ce qui fait que je suis garantie de me remettre de tout. Alors, sauf peut-être la maladie, parce Bien sûr. que ça, j'ai jamais vécu la maladie d'un proche, donc Mhm. voilà. C'est... Et un décès, bien sûr.
C'est parce que je suis persuadée que tu vas t'en remettre d'une manière hyper positive et que ça va engendrer des choses positives que tu n'avais pas du tout perçues. Et ça, c'est à force de te le dire, de le répéter et de le vivre, que après tu arrives à en faire un automatisme. Il y a un podcast où tu évoquais un sujet, moi qui me parle aussi, c'est le fait d'être un peu hypersensible. Comment tu t'en es rendu compte? Oh, Sacré bonne sujet, question. sacré sujet, ouais. Comment je m'en suis rendu compte? Bah, quand tu te mets à tout prendre pour toi et que tout te blesse facilement et que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu le comprends très vite. Le côté méga grosse empathie, c'est que je vivais la douleur de tous les Ouais. gens qui m'entouraient. Alors ça, c'était extrêmement énervant, plus jeune, parce que j'arrivais pas du tout à maîtriser ça. Le côté que la moindre critique ou autre me blessait profondément. Et du coup, le fait que j'arrivais pas à gérer mes émotions. Et c'est arrivé, c'est arrivé depuis la séparation de mes parents, donc je devais avoir 7 ans. Et j'ai développé cette hypersensibilité à ce moment-là, en fait. À l'inverse, avant, j'étais un petit monstre, et je suis devenue hypersensible à ce moment-là. Et tu daterais vraiment, c'est ce Ouais, moment qui a fait ouais. que... Bien sûr, ouais, il me fallait un choc émotionnel Ouais, pour ok. que ça arrive. Au début, je voyais ça comme mon plus gros défaut, et en fait, c'est ma plus grosse qualité aujourd'hui. Ça sert énormément dans le business, dans la vie de tous les jours. Dans ta propre vie personnelle, c'est extrêmement utile d'être hypersensible. Parce que tu comprends très bien les gens et c'est en fait, on appelle ça de l'intelligence sociale. Et c'est ce que je traite un peu parfois sur Insta, hein, Ouais. mais j'adore ces sujets-là. Je trouve ça hyper important et je réalise que tellement de gens, ne veulent pas forcément s'intéresser à ces sujets-là ou même s'intéresser à la compréhension d'eux-mêmes. Alors qu'en fait, plus tu te connais bien, plus tu as confiance en toi et donc plus tu es capable de faire des choses, méga pertinentes pour soi-même ou pour les autres. Alors là, on en parle évidemment rapidement, mais le fait de faire cette mue entre c'est un désavantage et j'en ai fait une force, ça prend un temps fou, non? Ça prend un temps fou, ça a pris le temps que j'arrive à avoir confiance en moi et donc maîtriser mes émotions. Ouais, c'est arrivé avec le crayon, ça. Quel conseil tu donnerais pour les plus jeunes qui nous regardent et qui ont du mal justement à vivre cette période-là? Quel conseil tu pourrais leur donner, étant donné que tu as réussi entre guillemets à dompter ça? De travailler sa confiance en soi. De travailler sur les points qui font que tu doutes de toi-même. Plus tu travailles sur ces points-là, plus Donc tu vas déjà avoir confiance en analyser... toi. Oui, analyser, mais en vrai, on a tous conscience de nos complexes et de nos failles. Et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avoir de moins en moins de complexes ou de failles sur ces sujets-là? Plus tu vas travailler dessus, plus tu vas avoir confiance en toi et donc plus tu vas réussir à maîtriser tes émotions parce que tu sais que tu fais un travail dessus. Genre moi, par exemple, c'était le poids quand j'étais plus jeune. Ouais. Quand mes parents se séparaient, j'ai fait pas mal de poids. Je me suis mise à fond au sport et j'ai travaillé mon alimentation, ce qui a fait que j'ai commencé à avoir confiance en moi, donc j'ai commencé à plaire, donc j'ai encore plus confiance en moi et donc je continue encore plus de C'est un sport cercle et en fait, c'est un vertueux à cercle l'inverse. vertueux Ouais, après ouais. qui fait que, du coup, après tu maîtrises tes émotions si les gens sont malveillants à ce niveau-là, quand tu es vraiment beaucoup plus jeune, tu vois? Et en fait, chacun doit trouver son truc et après tu fais ton propre cheminement personnel. Ça demande de la volonté, ça demande du courage, ça demande du travail, mais tout le monde est capable de le faire ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir avec le crayon et même pour toi personnellement? Quelles sont tes aspirations? Avec le crayon, on aimerait devenir l'un des plus gros groupes médias de notre génération, Ouais. d'avoir, énormément de médias dans notre panel. Je dis énormément, c'est entre 5 et 10, c'est déjà pas mal, de médias digitaux sur des thématiques sous-exploitées qui ont un énorme potentiel en termes de business model et d'image de marque. Et ça, on y croit beaucoup à cette thèse. En fait, c'est la thèse de la Media-led company. Si tu développes une communauté pour développer ensuite un business autour de cette communauté. C'est ce qu'a fait Bloomberg, Ouais. Welcome to the Jungle, enfin, il y a plein d'exemples comme ça, c'est ce qu'on a fait nous avec le crayon. Et on croit énormément à cette thèse-là. Après, à titre perso, c'est que le groupe marche bien et puis moi, si le groupe va bien, en vrai, tout va bien et puis plus ta vie pro va bien, plus ta vie perso ira bien et inversement. Je suis Donc en d'accord. fait, et toi, qu'est-ce qu'on te souhaite? On peut nous souhaiter de développer Eloquence le plus possible, d'en faire une marque emblématique et connue pour du contenu, je dirais, intelligent, qui arrive à mettre en exergue l'art oratoire et l'éloquence, d'où le nom, parce qu'on est des passionnés de rhétorique à la base. Donc voilà, en faire un des médias aussi digitaux les plus connus. Trop bien. Sixtine, merci pour ton temps. Merci à toi. Merci pour cette petite interview. Je te donne rendez-vous dans, je sais pas, 2-3 ans. Allez. Et on se fait un point réciproque. Ouais, on voit va où en on est arriver. arrivé. Ça marche. Let's go. Allez, Merci. merci à vous.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle interview ou un nouveau format. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.